Alors, la première partie est consacrée à la période 1815-1848 sur les lentes transformations de l'économie française. Donc, on l'a souvent présenté comme une forme de blocage, mais ici on voit qu'il y a des changements quand même qui sont là. Et on va d'abord s'interroger justement sur cette notion de cycle de croissance. Alors, la France de la monarchie censitaire est un pays agricole, avec des activités de transformation proto-industrielles qui se sont développées en milieu rural. Donc on parle ici de proto-industrialisation, et c'est le textile qui joue un rôle fondamental dans le cadre de cette manufacture dispersée, ou domestic system, ou encore donc proto-industrialisation. Le fabricant distribue de la matière première à des ruraux qui la travaillent pour lui, puis lui livre le produit fini qu'il commercialise. Cela permet aux paysans d'avoir justement un complément de revenus, et ça permet aussi aux industriels de développer des petits ateliers et d'éviter la construction de grosses usines. Ensuite, pour le contexte, Napoléon Bonaparte a apporté le franc germinal, qui reste stable jusqu'en 1914, la Banque de France, le Code civil et le Code du commerce, qui définit différents types de sociétés. Les sociétés de personnes en nom collectif ou en commandite simple, les sociétés de capitaux, en commandite par action, ou les sociétés anonymes qui permettent d'apporter un cadre stable à l'activité économique. Alors, Kondratiev donc, est un économiste soviétique qui a apporté son soutien à la NEP de Lénine dans les années 1920 et qui va être victime des grandes purges staliniennes en 1938. Donc là aussi, la théorie qu'il va énoncer se situe aussi dans un contexte global et il veut montrer comment fonctionnent les économies capitalistes pour, au contraire, valoriser justement l'économie communiste. Les cycles de Kondratiev sont des cycles économiques de l'ordre de 40 à 60 ans, donc des cycles de longue durée, qui ont été mis en évidence à partir des années 1926 par l'économiste Nikolai Kondratiev dans son ouvrage Les vagues longues de la conjoncture. Il y a donc deux phases distinctes, la phase A, dite phase ascendante, et la phase B, dite phase descendante. Selon Kondratiev, la phase ascendante s'accompagne progressivement d'un excès d'investissement réalisé par les entreprises pour faire face à la concurrence, ce qui provoque une hausse des prix. Les entrepreneurs répercutant leurs coûts de production sur les produits et des taux d'intérêt qui augmentent face à une forte demande de monnaie. Il s'ensuit donc un déclin de l'activité économique durant lequel les prix baissent, dû à un excès de l'offre et à une baisse de la demande, ainsi que les taux d'intérêt, la baisse de la consommation et des investissements entraînent une baisse de la demande de monnaie. Joseph Alois Schumpeter, économiste autrichien, va proposer une autre théorie pour expliquer l'alternance des phases A et B. Il relie les fluctuations de l'économie à l'apparition d'innovations majeures qui surviennent par grappes, donc au progrès technique. Ainsi, selon lui, la phase A correspond à la période de diffusion et d'amortissement des nouvelles innovations. Durant cette période, la demande de biens est forte, ce qui permet une augmentation générale de la production et assure donc la croissance économique. Peu à peu, lorsque les agents économiques sont équipés en nouveaux produits, la demande baisse, alors que la concurrence entre les entreprises est de plus en plus rude. On parvient alors au point de retournement du cycle. La phase B correspond à l'élimination des stocks, à la fermeture des entreprises et des filières les moins rentables, ce que Schumpeter appelle le phénomène de destruction créatrice, et à la préparation d'une nouvelle vague d'innovation. Pour la période qui nous intéresse, les années 1817-1850 correspondent à une phase B. La croissance internationale est modérée, les prix stagnent ou baissent par manque de moyens de paiement ou à cause de l'insuffisance du crédit. Alors nous allons voir maintenant les facteurs de la croissance française. Et nous allons nous interroger d'abord sur le rôle de l'État et l'intervention de l'État, puisque justement on est dans une période dite libérale. Quel est le rôle de l'État? L'administration technique dominée par les polytechniciens est stable. Et les principes libéraux, affirmés entre 1789 et 1815, sont maintenus. L'économie doit vivre à son propre rythme et l'État doit peu intervenir. Le budget est donc faible. Mais l'interventionnisme gagne du terrain sous l'influence des orléanistes qui veulent un État gendarme, un État douanier, et des ingénieurs des grands corps qui veulent un État héritier du despotisme éclairé pour défendre l'intérêt public. Ainsi, le réseau de transport est-il amélioré? On a d'abord la loi de 1836 sur les routes départementales et vicinales, le plan de 1822 sur le réseau navigable, la loi de 1842 sur la politique ferroviaire pour encadrer les expériences privées
qui fixe un plan calqué sur les anciennes routes royales d'après les travaux de l'ingénieur Legrand. On parle de l'étoile de Legrand, montrer l'étoile et toutes les lignes qui convergent vers Paris, et donne à l'État le rôle d'acheter les terrains et de réaliser les grandes infrastructures. L'État encourage l'épargne et l'agriculture, notamment par sa politique douanière. La Caisse des dépôts et des consignations est créée en 1816 et gère, à partir de 1837, les fonds des caisses d'épargne qui ont été créées en 1818. Alors, la situation démographique a aussi un rôle dans la croissance économique. La France suit un modèle original et devient un pays malthusien. Le taux de natalité baisse de 30 pour 1000 en 1830 à 25,4 pour 1000 en 1869. On peut expliquer cette baisse par la déprise religieuse, le partage successoral égal, le brassage humain des armées révolutionnaires et impériales et la montée de l'individualisme. La mortalité reste élevée à 25 pour 1000 en raison d'un niveau de vie moyen. Et donc tout cela a un effet économique. D'une part, le maintien du secteur du luxe à un haut niveau, puisqu'on fabrique pour l'exportation à cause d'un marché intérieur limité, et le haut niveau précoce des investissements français à l'étranger. Entre 1816 et 1845, la population augmente malgré tout, on passe de 27 millions à 38,5 millions d'habitants en 1870. En 1846, on compte environ 76% de ruraux. C'est ce qui explique l'émigration saisonnière vers la ville, le maintien de la manufacture dispersée et la faible consommation industrielle d'une population rurale à faible pouvoir d'achat. La croissance urbaine est lente, malgré quelques centres industriels, comme Saint-Étienne, Roubaix, Tourcoing, Mulhouse, mais surtout Paris, dont la population double entre 1801 et 1846. Alors, la révolution ferroviaire, elle est en marche. En 1848, elle en est à ses débuts et la France compte moins de voies que la Belgique et surtout la Grande-Bretagne. La première voie est due à des charbonniers stéphanois qui veulent relier leurs installations à une voie navigable. Donc en 1827 est créée la ligne Saint-Étienne-Andrézieux à traction animale pour l'instant. Donc on utilise des rails, des wagons, mais tout ça tiré par des animaux. Puis, en 1832, il va y avoir la première ligne avec une locomotive à vapeur, cette fois, entre Saint-Étienne et Lyon. Les milieux d'affaires parisiens s'intéressent alors au chemin de fer. Et c'est notamment donc, les trois grands banquiers, les Rothschild, les Fuld et les Laffitte. Et les besoins en capitaux sont tels que sont créées donc des sociétés par action. En 1846, les Rothschild lancent la Société des chemins de fer du Nord. Le fait que ce soit par exemple les Rothschild qui développent le chemin de fer favorise aussi une forme d'antisémitisme autour justement de leur puissance et on va mettre sur le dos des catastrophes ferroviaires justement le fait que ce soit un juif comme Rothschild qui soit justement le propriétaire de cette compagnie de chemin de fer. On estime à 1 milliard de francs en 1847 le capital investi dans les chemins de fer. Mais entre 1846 et 1851, la situation se dégrade car les actionnaires ne voyant pas leurs bénéfices revendent leurs actions, ce qui provoque une baisse des cours. Cette crise, qui montre les insuffisances du système bancaire et de crédit, entre en interaction avec une crise agricole d'Ancien Régime, les mauvaises récoltes, ce qui entraîne la révolution de 1848, comme nous avons pu le voir précédemment. Alors maintenant, on va voir la croissance par secteur. Alors, en agriculture, dans le domaine agricole. La croissance agricole est donc incontestable. Entre 1815 et 1851, le produit agricole croît en volume de 78%. Le blé, la pomme de terre et la betterave, ainsi que les cheptels, progressent. Elle est due à un surcroît de travail, car le recul de la jachère est lent et les rendements augmentent peu. L'abondance de main-d'œuvre ne favorise pas la mécanisation. En fait, il faut distinguer deux France, celle du sud, de l'ouest et du centre, traditionnelle, routinière, avec jachère, labourage à l'arrière, moisson à la faucille, polyculture de subsistance. Et la France du nord et de l'est, c'est-à-dire plutôt la Normandie, la Picardie, la Flandre et l'Alsace, plus évoluée, tournée vers le marché national voire international, avec elle plutôt une rotation des cultures, la faucheuse et la batteuse mécanique, la charrue, etc.
Le niveau de vie reste faible, d'où l'endettement des paysans, ce qui provoque des troubles ruraux entre 1848 et 1851. D'un point de vue industriel, la modernisation de l'industrie est lente à cause de la prohibition anglaise en matière d'exportation de machines jusqu'en 1843, à cause aussi du manque de charbon et le haut prix du charbon importé, à cause de l'importance de la manufacture dispersée, à cause de la peur de la concentration des fameuses classes laborieuses par les patrons, à cause de l'insuffisance du crédit. Pourtant, dans tout ça, le textile reste un secteur moteur. La filature se modernise, ce qui se traduit par une hausse des rendements et une amélioration de la qualité. Le tissage se mécanise plus tardivement, entre 1830 et 1840. La métallurgie se développe lentement à partir de 1835. L'industrie chimique bénéficie des progrès scientifiques et se développe en recherchant la valorisation de sous-produits. Ainsi, Saint-Gobain, en Picardie, se dote d'une branche chimique vers 1823-1824 pour traiter des résidus de ses opérations de verrerie. Dans le domaine de la banque, maintenant, l'activité bancaire reste dominée par la haute banque parisienne. Ce sont des entreprises familiales, souvent protestantes ou juives. Comme l'a montré Max Weber dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, l'interdiction de l'usure faite aux catholiques a favorisé justement plutôt les pays à dominante protestante et la minorité juive également dans le développement du capitalisme. Alors, ces entreprises bancaires ne sont pas entièrement spécialisées dans la banque. Elles bénéficient de la situation de Paris dans le commerce international des devises. Elles font affaire avec l'État et avec un petit nombre de négociants, mais s'intéressent assez peu au financement et à l'investissement industriel. Seule Laffitte est une exception qui lance en 1837 avec Cochelin et Le Baudy, la Caisse générale du commerce et de l'industrie. D'un point de vue du commerce, les exportations, principalement vers la Grande-Bretagne et les États-Unis, portent sur des produits de luxe, les soieries, les lainages et les vins, qui n'ont pas d'effet d'entraînement sur l'économie générale. Le commerce intérieur reste le monde de la boutique. Des nouveautés font quand même leur apparition, comme la publicité dans la presse, le développement des passages à Paris et les magasins de nouveautés. Entre 1815 et 1848, il est difficile de parler de décollage de l'économie française à cause de l'absence de révolution agricole, de la faible modernisation industrielle, de l'importance de la petite entreprise. Mais cela fait aussi l'originalité de l'économie française.